Voilà, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission avec Pascal Boucher où l'on va parler d'être thérapeute. Alors être thérapeute, ça sous-entend beaucoup de choses, Pascal, parce que être thérapeute, c'est d'abord nettoyer ses propres blessures pour ne pas forcément coller ses propres fantasmes ou ses propres blessures sur celui que l'on cherche à aider. C'est souvent le défaut des formations courtes que l'on prend parce que l'opportunisme est là. Certains commencent par mettre Reiki souvent. Derrière, ça commence vendredi, la formation dure 48 heures et le lundi, il y a déjà un Facebook Pro de préparer. Donc pas d'expérience et tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fleurit de plus en plus sur la toile et qui en devient très très inquiétant. Donc on va parler peut-être de cet aspect. Je ne sais pas si tu voulais attaquer de ce côté-là, mais je te laisse en parler. L'expérience du thérapeute, c'est après, on va dire, des dizaines et dizaines, voire des centaines de personnes dont tu vas éclairer le chemin. Je pense que tu en es à plusieurs dizaines de milliers dans ton cas de figure à toi. Et voilà, je te laisse la parole pour en parler. Être thérapeute, c'est quoi aujourd'hui? Ah, bah, c'est très difficile à savoir parce que, en fait, il y a plusieurs types de thérapeutes qu'il faut bien comprendre. Alors, vous avez les thérapeutes classiques qui vont travailler avec à l'aide du mental. Donc, ils vont apprendre des techniques, un petit peu comme la médecine officielle, où on a des protocoles très rigoureux à respecter, avec des méridiens, des chakras, des machins, ou une connaissance approfondie, par exemple des plantes, etc., etc. Ça, c'est le côté exotérique de la thérapie. L'ennui, c'est que alors je dis un thérapeute, moi je voulais dire plutôt de la thérapie holistique, c'est-à-dire une thérapie qui est globale et un vrai thérapeute ne peut pas ignorer la partie de l'âme qui est très importante. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas seulement un corps physique, il est aussi une psyché et il a aussi une âme spirituelle. Et donc, un vrai thérapeute va travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que l'être humain est ce qu'on appelle nous le microcosme. Nous sommes un microcosme, enfin l'image du macrocosme est est d'abord une âme divine, un esprit, une âme divine, lumineuse, qui s'est incarnée après dans ce qu'on appelle l'ego, à savoir le plan mental, le plan astral, émotionnel, et puis le plan énergétique, et puis aussi le plan physique. Donc un thérapeute doit pouvoir intervenir dans toutes ces zones. Alors il arrive que certains thérapeutes vont intervenir sur des zones plus particulières. Par exemple, les énergéticiens vont travailler beaucoup sur le corps éthérique, mais en fait un vrai énergéticien, il va travailler sur tous les corps. Parce que ce qui est important, c'est de tenir compte de ce fait et puis aussi de l'axiome hermétique qui nous dit la racine de nos corps est en l'air et leur chef est en terre. C'est-à-dire que la racine de toute chose est d'abord spirituelle. Ensuite, elle descend, elle se condense à travers les différents plans de condensation qui ont traversé d'ailleurs notamment le plan mental, le plan astral émotionnel, le plan éthérique vital et le plan physique. Donc en fait, on peut dire que quelque part, tout type de maladie, y compris physique, peuvent avoir leur source, leur racine, leur esprit, qui est donc leur racine, sur un plan subtil. Donc ça peut être, ce plan subtil peut être énergétique, il peut être émotionnel, il peut être mental, il peut même être spirituel. Quand vous avez des doutes, des problèmes de foi par exemple, eh bien ça prend sa racine même dans le plan spirituel. Donc le thérapeute, lui, surtout quand il est holistique, va travailler sur la racine. Et ça, c'est important, sur la racine de la maladie. Et c'est toute la différence entre la médecine officielle, qui est très importante, hein, attention, moi, je ne fais pas partie de ces partisans anti-médecine officielle, même s'il y a eu des travers, des enjeux financiers, etc. Il n'en reste pas moins qu'on est quand même bien content quand tu vas dans la jungle, quand tu vas là où pourtant il y a des traditions chamaniques, les individus qui habitent là-bas envient quand même nos hôpitaux, parce que quand tu as un bras cassé, quand tu es bien content qu'on ait toute une médecine. Néanmoins, à la différence de la médecine officielle, un thérapeute va être holistique, c'est-à-dire qu'il va travailler sur la globalité de l'être et il va travailler non seulement sur la maladie, mais encore plus sur la racine de la maladie. Je donne un exemple. Alors c'est un exemple que j'ai toujours donné. On a éradiqué à une période des grands fléaux.
hein, notamment la peste, le choléra ou des choses comme ça. Bon, à travers des vaccins, etc. Bravo, on n'a plus ces fléaux, la peste, etc., etc. On a eu le Covid dernièrement, bon, qui a été plus ou moins fabriqué d'ailleurs, mais bref, on a eu ce Covid. Mais notamment, on avait éradiqué des maladies qui étaient extrêmement contagieuses et virales. Et néanmoins, est apparu de nouvelles maladies, enfin des nouvelles, pas vraiment, mais qui se sont multipliées. Notamment, je parle des cancers et des AVC. Les AVC, l'accident vasculaire cérébraux, et donc qui est soit rupture d'anévrisme, soit un caillot dans le sang, qui sont des maladies qui n'ont actuellement rien de viral. Et pourtant, elles se sont répandues dans notre société comme de véritables fléaux. Pourquoi? Parce que quand on a éradiqué la maladie, par exemple la peste, le choléra, toutes ces grandes maladies, ces grands fléaux, eh bien, on n'a pas éradiqué la racine. Et du coup, cette maladie va se manifester, cette racine, cet esprit de la maladie, va pouvoir se manifester à nouveau à travers d'autres supports. Et c'est pour ça qu'on a des maladies qui ne sont pas virales et qui pourtant se répandent comme un fléau viral, contagieux, comme les AVC, comme les cancers, comme cela, parce que l'esprit de la maladie demeure. Donc un vrai thérapeute va travailler sur l'esprit de la maladie. Alors l'esprit d'une maladie, c'est quoi? Parce qu'en alchimie, tout est vivant, y compris une maladie. Une maladie est vivante, elle a donc sa stratégie de survie, sa stratégie de reproduction, de multiplication, etc., etc., comme tout être vivant. Et donc, ces maladies ont leur esprit vivant. C'est pas la maladie elle-même qui est peut-être vivante, mais son esprit est extrêmement vivant. Et donc, on va le retrouver, nous, sur les plans plus subtils. Alors, ça peut être un effet sur le plan éthérique, ça peut être aussi sur tous les autres plans. Elle peut avoir sa racine très haut. Et donc, elle peut se retrouver sur le plan émotionnel, sur le plan mental, etc., etc. Et le thérapeute, véritablement, est un thérapeute holistique. Alors, il y a plusieurs moyens d'intervenir sur la racine des maladies. Bon, les chamans ont leur protocole, et ça, moi, j'aime beaucoup les protocoles chamaniques, qui vont travailler dans le monde invisible, directement. Donc, ils vont aller sur le plan astral, sur le plan mental, sur tous les plans. Et puis, vous avez aussi d'autres types d'interventions qui peuvent être liées à la psychologie, à la psychothérapie, à la psychanalyse, dont notamment la médecine de Hammer, qui avait travaillé sur ce qu'on appelle le décodage biologique, donc qui trouvait justement le conflit qui était assimilé à telle ou telle pathologie. Alors, il y a des choses avec lesquelles moi j'ai beaucoup aimé, avec cette méthode, le décodage biologique. Il n'empêche qu'il manque quand même quelque chose. C'est la partie spirituelle et la partie occulte. Parce que le problème, c'est que si vous faites un dictionnaire en disant t'as mal au foie, tu manques de foie ou des choses comme ça, avec une systématisation qui est du type mental. C'est simplifier la chose, c'est à l'extrême, c'est pas bon. Ouais. Voilà, ça peut être un piège dans lequel le mental peut être pris. Parce que c'est là la problématique, c'est qu'un vrai thérapeute ne travaille pas seulement avec son mental. Il peut s'aider de son mental comme outil, mais réellement, il doit travailler sur un autre plan. Il doit travailler sur un plan énergétique. Et c'est là où, effectivement, où des formations qui vont vous donner des supports mentaux, exotériques, avec des protocoles très rigoureux, des connaissances de l'anatomie, du méridien, des choses peuvent être importantes pour le plan mental, mais elles sont limitées sur le plan invisible. Parce que dans le plan invisible, tout n'est pas figé. Tout n'est pas catégorisé comme un espèce de, je dirais, de dictionnaire. Alors, c'est bien de faire des stages et d'apprendre par cœur et puis d'avoir son diplôme, que ce soit au bout de 6 jours, au bout de 2, 3 ans, comme dans certaines formations, notamment la médecine chinoise, qui est quand même très poussée. Il n'empêche que si vous ne développez pas votre ressenti, vous serez toujours un peu à côté de la plaque. Alors, il y aura évidemment des protocoles qui vont fonctionner parce qu'on est plus ou moins fondamentalement fait pareil. Il n'empêche que la personne peut vivre, que ce soit par exemple des conflits, et les somatiser d'une manière tout à fait différente par rapport à son vécu. Tu comprends? Donc tu peux pas dire, par exemple, celui qui travaille avec les jeux de mots, par exemple, la langue des oiseaux, dire, voilà, le mec il a mal au foie, donc il a un problème de foie.
Tu vois, déjà en plus il est anglais, c'est différent. Donc on peut pas dire que tous les Français qui ont mal au foie ont des problèmes de foie. On peut pas dire non plus systématiquement tel méridien, telle chose. Quoique quand même la médecine chinoise a quand même été très profonde. Oui, Cela dit, donc en gros, si je comprends bien, Pascal, excuse-moi de te couper parce qu'il y a plein de questions, j'ai pas envie d'oublier de zapper la chose. oui, bien On sûr. peut pas faire de map monde. Avant les géographes découvraient une île et puis on devait rechanger toutes les maps monde, tous les globes. Donc là, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'on peut pas faire quelque chose d'universel pour tout le monde. Ça, on le comprend bien. Faut prendre la médecine holistique dont tu parles, c'est de prendre l'intégralité de tous les corps subtils et aussi celui qui est physique pour prendre en considération cela. Il semble que la médecine conventionnelle, hein, dont on parle moderne d'aujourd'hui, ait peut-être régressé de ce côté-là, puisque auparavant, elle prenait tous ces plans subtils en compte, qu'elle ne Ah prend oui, plus aujourd'hui. Donc, je vois par exemple que avant, c'était à coup de la saignée, hein. On faisait une saignée dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait ah pas. oui, oui. Et au niveau de l'alchimie, on prenait aussi l'esprit des plantes, qui est devenu plus tard l'homéopathie, qui est aujourd'hui décriée. Oui, Enfin, tout à fait. il y a plein de choses comme ça qui me dérangent considérablement, en tout cas, dans le fait de dénigrer ce que les sages auparavant avaient mis en place, comme pour dire c'est ancien, donc c'est damné, c'est pourri, c'est vieux, donc il ne connaissait rien. Pourquoi il y a ce dénigrement de cette sagesse qu'il y avait à l'époque? Pourquoi aujourd'hui elle est tant décriée alors qu'elle fonctionnait? Elle avait fait ses preuves quand même. Elle fonctionnait avec les bons thérapeutes. C'est évident quand tu parles, par exemple, de la médecine alchimique, notamment Paracels, elle fonctionnait avec lui. Cela dit, quand Paracels travaillait très bien, il prenait même les influences astrales, hein, tu vois, les influences lunaires, les influences astrales, etc. Donc, il était aussi astrologue, il était mage. Il prenait énormément de choses, ce qui a fait qu'il y a eu quand même des excès, notamment liés à des croyances, parce que la problématique vient du mental. En fait, elle vient de nous-mêmes. C'est de notre propre structure. Le mental veut toujours récupérer l'affaire et donc commencer à mettre des schémas, des choses, des trucs automatiques. Ça, c'est comme ci, ça, c'est comme ça, et ça fonctionne comme ça. Et tant que le thérapeute ne développera pas son ressenti, il ne l'aura pas nettoyé, parce que on a aussi un ressenti subjectif, hein, tant qu'on n'a pas purifié un petit peu, nettoyé son ressenti, eh bien ses émotions, son mental, ses pensées, eh bien on sera toujours un peu à côté de la plaque, même avec la meilleure médecine alchimique qui puisse être présentée. Tu comprends? Donc la problématique de la médecine holistique et de cette médecine-là qu'on dénigrait à l'époque du siècle des Lumières, la médecine officielle, elle était un peu justifiée par le fait que la problématique de ces thérapies-là, c'est pas la thérapie, c'est le thérapeute. Tu comprends? Parce qu'on peut te donner tous les meilleurs outils du monde. Si tu vas fonctionner seulement avec ton mental et que tu ne travailles pas sur ton ressenti pour le clarifier, pour le purifier, tu seras toujours à côté de la plaque et on va tomber dans quoi? Dans la croyance, dans le dogme et dans la superstition. Donc c'est vrai qu'au siècle des Lumières, on a voulu mettre à bas les superstitions, hein. Voilà. Et moi j'insiste sur ce fait parce que j'ai vu des travers. J'ai vu une jeune fille, enfin une jeune femme plutôt, qui avait 36 ans, qui est morte d'un cancer et qui a refusé de se faire soigner avec les protocoles actuels de la médecine, qui a voulu absolument travailler uniquement avec des protocoles externes, c'est-à-dire des protocoles avec des plantes, avec des choses comme ça, et elle est décédée. Or, moi, je suis désolé, si on se place au niveau un chaman va te dire, par exemple, tous les outils sont bons pour vaincre la maladie, pour vaincre la mort, quoi. Donc, et même si cela implique une médecine exotérique, eh bien, tu prendras les outils de la médecine exotérique. Il n'est pas Oui, question il faut tout d'aller combiner, ouais. mourir sous Hmm. prétexte de croyances, de machin et de choses comme ça, tu vois. Surtout pas, ouais. Hmm. Et donc, je comprends aussi la position de la médecine officielle par rapport à cela. Mais le problème n'est pas là. Parce que si c'est pour découvrir des nouvelles médecines dites holistiques et se comporter avec les mêmes protocoles mentaux de croyance, de systématisation, avec des dictionnaires, des plans, des machins, sans développer son ressenti, on aura les mêmes résultats, on aura des problèmes, on aura des déchets, on aura des échecs. Donc il est vraiment important, un thérapeute, ce qu'il doit faire, c'est déjà d'apprendre à ressentir. Alors, c'est pour ça qu'il y a plusieurs types de thérapeutes.
Il y a le thérapeute qui veut travailler que sur le plan mental, donc il va faire des formations, naturopathie, machin, etc., avoir un beau diplôme, et ils peuvent quand même, parce que s'ils ont une petite intuition au niveau du mental, arriver à faire quelque chose, bon, avec ces protocoles. Moi, je dois t'avouer, j'ai commencé à suivre des formations en médecine énergétique en 1990, à peu près. J'avais la chance, mon père avait monté une école de médecine énergétique. Il faisait intervenir des intervenants de tous bords et de toute tradition. Et j'ai pu, comme ça, gratuitement, me gaver de formation professionnelle dans ce domaine. Néanmoins, à chaque fois, que ce soit la radiesthésie médicale, la fasciathérapie, les MRP, tout ça, bref, toutes ces choses-là, que j'ai suivi les stages, je sentais qu'il y avait quelque chose. Et ces stages étaient très bien parce qu'ils me mettaient en contact avec mon ressenti, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Et j'arrivais pas à coller à leur grille. Tu vois, j'arrivais pas, dès qu'on me mettait des tableaux, des machins, des grilles, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pour les autres parce qu'ils y croyaient dur comme fer. Et c'est ça aussi, la croyance qui fait, la foi est très importante pour le thérapeute. Mais moi, ça marchait pas. Et puis, je traînais comme ça pendant pas mal d'années, hein, pendant 10 ans. Je voyais tous les autres qui mettaient leur plaque et moi, j'y arrivais pas. Je me sentais pas digne. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il me fallait balancer tous ces protocoles et commencer à travailler avec mon ressenti, à accepter mon propre ressenti. Et là, c'est très difficile parce que tu es obligé de faire le deuil du mental. Et c'est ça qui est le plus difficile. Parce que finalement, il n'y a pas un système. Alors, si vous avez une nature qui se conforme parfaitement à des systèmes extérieurs, c'est parfait. Mais si vous-même, vous avez votre propre ressenti, vous avez votre propre grille de lecture. Et c'est ça qui est très important. Parce que finalement, même, il faut être un peu médium, mais la médiumité, il y a un panel énorme. Que vous soyez clairvoyant, clair-ressentant, clair-audient, que vous soyez spirit, pas spirit, que vous soyez... Il y a beaucoup de supports. Et les supports qui sont importants, c'est ceux qui vous conviennent à votre ressenti. Parce que la manière de voir et de ressentir dans le monde invisible, eh bien, chacun a ses lunettes. Et il faut apprendre à connaître ses propres lunettes. Et c'est ça qui est difficile. Moi, j'ai remarqué que, par exemple, dans des stages de médecine énergétique ou de ressenti même, par exemple, j'ai travaillé avec Sylvie Casabella, je suis intervenu, on avait des élèves où elle leur faisait travailler avec sa méthode à elle, l'informationnelle chamanique, de travailler sur son ressenti. Je voyais que les gens qui avaient le plus de mal à suivre les cours et qui ressentaient soi-disant rien, c'était ceux qui avaient le plus de dons. C'était extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur propre don. Et donc, le langage et le système extérieur qu'on va leur proposer ne peut pas leur convenir. Donc, c'est difficile parce que du coup, tu es obligé de sacrifier quelque part la compréhension du mental pour accéder à ce ressenti que l'on a en nous-mêmes. Et là, il n'y a aucune école qui peut te former, si ce n'est l'école de la vie. Et l'école de la vie, elle va justement vous présenter des obstacles, des épreuves, des choses dans ta vie qui vont te permettre, en essayant de les résoudre, pas en les subissant, mais en essayant de les résoudre, de les dépasser, de t'ouvrir à ce ressenti. Et il y aura toujours le mental qui sera là pour invalider. Moi, c'est la problématique. Quand je dis, je vois des fois des patients et je sais qu'ils ont le don. Ils ont le don pour soigner, ils ont du magnétisme, ils ont du ressenti. Certains peuvent intervenir. Parce que même un médium, hein, par exemple, normalement, ça devrait être un thérapeute, un vrai médium. S'il est vraiment bon, s'il a un très bon ressenti, eh bien, il doit balancer des infos, que ce soit sur l'avenir, sur le passé, sur les guides, sur n'importe, sur la couleur de l'aura, etc. Ce sont des infos qu'il va donner, qui doivent permettre d'accéder à un mieux-être, à un éveil vers la médecine universelle. Voilà. Alors donc c'est sûr que être thérapeute, c'est déjà être confronté avec son mental qui va toujours invalider le ressenti, tout le temps. Moi je le fais, je vois, j'ai des soins avec des personnes. Quand je commence à travailler, j'ai mon mental qui se met en marche. Ouais, t'imagines, tu te rends pas compte, lui aussi c'est un thérapeute, t'as pas intérêt à te couper, mon petit père, je te préviens, parce que lui c'est un thérapeute, en plus il connaît beaucoup de monde, alors je te préviens, il va te démonter, t'as intérêt à pas te louper, faut pas lui raconter des histoires. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je sais que mon mental, je pourrais pas le faire taire, donc c'est pas la peine. Je coupe ma tête, je la pose sur la table, je fais cause toujours. Il est là, blablabla, sur la table, comme ça, blablabla. Et moi je continue, sans ma tête. Et vous allez voir que le vrai challenge de la thérapie, moi, c'est ce que j'ai appris, hein, parce que je veux dire, entre
90, je dirais même 88, 89 et 2000, vraiment 2007, je bricolais, 2000, j'avais un petit peu des patients, mais c'est tout. Il m'a fallu, j'ai été confronté avec le doute. Le doute en disant oui, mais t'es pas digne, regarde les autres, ils ont des résultats, et machin, et toi t'es pas prêt, et puis t'es pas assez bien, et puis est-ce que t'es digne, et puis t'as pas assez de formation, et puis ton diplôme ça va pas, et machin, t'es pas capable, etc. Et puis non, respecte le protocole. Vous voyez, je commence à travailler. Tiens, voilà, j'ai quelqu'un qui a mal à l'œil gauche, et mes mains, mon ressenti me fait travailler sur le pied droit. Bah, de suite, le mental va dire, mais non, mais ça correspond pas du tout, et puis l'œil gauche n'a rien à voir avec le pied droit, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu ailles sur l'œil gauche. Je l'écoute pas, parce que mon ressenti me dit d'aller sur le pied droit pour l'œil gauche. C'est comme ça. Et ça marche. Et ça marche. Par contre, si j'écoute le mental, en disant, oui, il t'a dit qu'il avait mal à l'œil gauche, il faut que tu travailles l'œil gauche. Eh bien, ça marche pas. C'est marrant. Et c'est pareil, même avec les méridiens. Tu vas te dire, voilà, non, il faut que tu ailles sur tel méridien, il a mal à tel endroit. Mais en fait, vous ne savez pas du tout comment ça se passe sur le plan énergétique. C'est très étrange. C'est très étrange. Des fois, il suffit de dire un mot juste pour vous débloquer une énergie. C'est complètement Ah oui, dingue. oui, non, mais ça, là, tu prêches un convaincu, mais par Oui, rapport mais à tout ça, ça, moi, à oui, ça écouter ça, s'apprend, c'est clair. Mais par et contre, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il faut savoir écouter son corps. C'est une chose. Donc, alors, je sais, un thérapeute, ne se résume pas qu'à ça. Mais à défaut de savoir écouter son propre corps, on va voir un thérapeute qui, lui, va être capable d'entendre les signaux que nous-mêmes on n'entend pas. Donc, on est sourd à nous-mêmes et on va voir un thérapeute qui, lui, est capable de... Parce que tu arrives à entendre ton corps, tu arrives à entendre le corps des autres, c'est ça le cri de oui, l'âme, c'est ça? d'abord, et puis, je n'écoute pas que mon corps. D'accord. Je n'écoute pas que mon corps. Mon ressenti ne se limite pas à mon corps. Mon ressenti, d'abord, le ressenti se trouve au niveau du chakra du cœur. C'est ça qui est très important. C'est là le siège du ressenti, en fait. Complètement. Et donc, il faut arriver vraiment à arriver à se centrer au niveau du chakra, et c'est là que vous ressentez les choses. Après, le corps, c'est le prolongement. Alors, il est évident que si, par exemple, la personne a mal au foie, à un moment, je vais avoir mal au foie. Quand c'est la tête, j'ai mal à la tête. Mais réellement, mon ressenti part au niveau du chakra du cœur, hein, c'est-à-dire comment on l'appelle, le sternum. Hein, c'est là où il est logé, et c'est là que se trouve le siège du ressenti. Et c'est à partir de ce point que je me balade dans la personne, hein, je me balade dans la personne en fait, hein, parce que, comme je te dis, la personne n'est pas constituée que d'un corps. Il y a toute son enveloppe psychique, etc. Et je me trouve plongé là-dedans, des fois au milieu de ses propres conflits, hein, et là, je commence à enlever. Et c'est par rapport à cette boussole, je dirais, qui est dans le niveau de mon cœur, que je vais me diriger par rapport aux ombres, aux choses que je vais rencontrer, que je vais ressentir. Je vais ressentir, hein, comme des nuages, des choses, des nœuds, des trucs, et je vais aller vers là pour essayer de dégager, dégager, jusqu'à, et là aussi c'est important, hein, pour moi, en tout cas c'est mon protocole, qui est important, c'est que mon but n'est pas d'envoyer de la lumière sur la personne pour la guérir. Mon but est d'éveiller sa propre lumière qui est à l'intérieur. Cette lumière, Saint Jean en parle et dit, c'est le Verbe qui a créé le monde, qui a créé cette personne qui est en face de moi. Parce que c'est la vie de l'embryon qui crée l'embryon dans le ventre de la mère. Personne, comme maçon, vient assembler les cellules que la mère lui donne par le cordon. Donc c'est cette vie-là qui est une lumière. Et comme cette lumière a construit ce corps, eh bien, c'est elle qui est la plus à même à la réparer. Et donc, quand je ressens cette lumière, moi je la ressens comme une lumière. C'est la vitalité, en fait, c'est votre vie biologique. Et cette lumière, souvent, je la ressens comme éteinte, étouffée, parce qu'il y a comme des brumes autour, vous voyez, des peaux, des fois des nœuds, des choses qui sont dues à des conflits. Des conflits, chaque conflit psychique marque dans l'invisible, et c'est ça, quand vous êtes dans l'invisible, c'est tout spatial, tu ressens les choses matérielles. Et donc là, tu sens qu'il y a des nœuds, et c'est là qu'il faut dénouer. Et le but pour moi, c'est d'arriver à dénouer ces nœuds pour que cette lumière puisse briller. Donc la propre lumière de la personne, tu comprends? Ça, c'est important. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mystère. Un thérapeute accompagne un patient sur sa guérison, mais il ne le soigne pas lui. Il aide Oui, le patient à se guérir lui-même. Et quand tu éveilles cette lumière, tu enlèves les nœuds, tu enlèves les choses. Alors c'est difficile, hein, parce que des fois, l'âme de la personne ne veut pas lâcher un conflit.
Ah Parce qu'on oui, y trouve un bénéfice dans un ah conflit, oui, il oui, faut oui, croire. oui, oui. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est parce que dans un conflit, on y trouve un bénéfice. Par exemple, tu as eu un traumatisme dans ta vie d'enfant. Et donc, tu vas te défendre par rapport à ça. C'est un instinct de survie. Donc, tu vas développer une manière de se protéger. Donc, ça va être le refoulement, l'étouffement. On va l'enterrer profondément en soi. Mais du coup, on le garde bien précieusement, ce conflit. Tu comprends? Et on verrouille. On veut surtout pas qu'il sorte. Il y a une autre manière aussi de trouver une réponse à un conflit. Par exemple, on a fait une saloperie et donc tu as de la colère, de la haine. Cette colère, cette haine t'a aidé à tenir. Par exemple, le vouloir te venger, la rancœur. Mais c'est une manière de plus subir ce conflit et comme un plâtre qui va t'aider à traverser le conflit quand tu le subis. Ben, on prend ce qu'on peut pour se défendre. Mais après, ce problème, c'est que cette haine, cette colère, cette soif de justice et de vengeance et de réparation, euh, ça t'a aidé à tenir pendant le traumatisme, mais après, elle devient elle-même un conflit. Et elle va te pourrir la vie. Ça peut même se transformer en cancer. Donc il faut faire attention, du coup, parce que c'est là que quand toi tu vas intervenir, que le patient vient te voir, il veut surtout pas lâcher ce conflit-là. Parce que pour lui, c'est son instinct de survie qui lui permet, soit en enterrant, soit en étouffant dans l'inconscient, en gardant donc bien précieusement enterré cette chose qu'on veut surtout pas libérer, parce que c'est une souffrance. Donc il faut arriver, quand tu travailles, en ressenti, quand tu ressens le nœud, la chose, le conflit, quand tu le dégages, il faut arriver à convaincre l'âme. Et là, ça se fait au niveau énergétique. C'est pas à travers toujours la parole. Tu peux le faire à travers la parole, mais souvent c'est au niveau énergétique. Convaincre l'âme de lâcher ce conflit. Et Donc, plus ça avance, plus je ressens qu'il est important de le faire avec une énergie d'amour très forte, pour que la personne sente que ce n'est pas une agression et qu'elle comprenne que ce conflit doit sortir et qu'elle doit le lâcher. C'est pas évident, parce qu'il y a des personnes, comme on y trouve un des bénéfices à garder ce conflit étouffé, enterré, pour pas être submergé, eh bien, la personne, des fois, ne veut pas vraiment guérir. Voilà. Et là, là se trouvent les limites de la thérapie. On ne peut pas forcer quelqu'un contre son gré à se guérir. Néanmoins, quand tu le fais et que tu sens que la personne lâche un conflit, d'un seul coup, tu sens une lumière qui brille de suite. C'est extraordinaire. Et quand ce conflit sort, comme ça, tu le sens, tu le dénoues, tu sens la lumière qui brille. Et quand la lumière brille bien partout, à partir de ce moment-là, tu sais, la lumière de la personne, tu sais que la guérison est en route. Alors après, il peut se passer des choses. Pendant 2 jours, les personnes peuvent avoir des remontées, faire des cauchemars, se sentir mal, voire oui, oui, vomir. oui, c'est Certains, un contre-coup, quoi. c'est c'est l'évacuation qui se fait au niveau physique, qui est le dernier Mm. plan sur lequel arrive la chose. Et c'est important parce que quand tu vois, les alchimistes disent que les conflits, en fait, c'est comme quand tu as de l'eau boueuse avec des impuretés. Toutes les impuretés de l'eau boueuse, la terre qui est là en suspension, tout ce qui est lourd, pesant et ténébreux finit par tomber au fond du vaisseau. C'est ce qu'on appelle la décantation. Donc ça veut dire que tous les conflits psychiques, un jour ou l'autre, finissent par se manifester, parce que l'eau représente ce qui est subtil, par rapport au plan physique, la terre. Donc tout ce qui est subtil et physique et psychique, tous ces conflits finissent par se manifester sur le plan physique. Tu vois, ça va très loin. Donc c'est là qu'on va travailler en amont. On va travailler sur ces conflits pour éviter, pour nettoyer, pour purifier, pour éviter que justement ce conflit arrête de continuer à se manifester sur le plan physique. Il arrête. Alors, là, excuse-moi, je te coupe simplement pour te dire que je vois, moi, pour moi, je trouve que être thérapeute, c'est épuisant parce que c'est un combat avec un glaive. Enfin, c'est des chevaliers, des explorateurs conflictuels, je vais dire ça, parce que tu vas explorer le conscient, l'inconscient, l'invisible. Tu mènes de front plusieurs combats. À la limite, il faut presque 4 bras pour un thérapeute pour aller combattre ce que la personne n'est même pas consciente de ce que fait le thérapeute, mais ça travaille dans l'invisible. Donc là, c'est compliqué. Convaincre, surconvaincre, aller convaincre l'âme. Qu'en est-il du thérapeute Non, lui-même? c'est Est-ce qu'il pas n'en tombe pas compliqué. malade, lui? Tu vois. C'est pas du tout compliqué parce que quand tu te balades vraiment avec ton ressenti, et ça je reviens avec ce chakra du cœur, là, quand tu es dans le ressenti va te faire aller là où tu dois aller. C'est très étonnant. Moi, des fois, je me retrouve complètement sur le plan énergétique et tout proche du plan physique, et des fois, je me retrouve carrément sur le plan spirituel avec l'âme de la personne. Mais c'est pas moi qui décide.
Si je devais, avec mon mental, penser à tout ça, je deviendrais fou. Effectivement, il faudrait 8 bras. Enfin bon, Ouais, c'est pas c'est pour possible. ça, regarde, on prend l'exemple de la personne, tu sais, tu as dit tout à l'heure, à un moment donné, quelqu'un qui va se casser un bras. Alors, ça paraît bête, c'est un accident, tu vas lui demander comment c'est passé, il va dire je suis tombé, je suis tombé de l'escalier. Alors, j'ai assisté une fois à un décodage. Tu parles de décodage, par exemple, c'était une mère qui avait un bras cassé. Alors, ça tombe bien, et à un moment donné, on lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie il y a peu de temps? Et à l'expliquer, alors ça semblait ne rien avoir, hein, mais je le dis, c'est vraiment du vécu. J'ai même les documents vidéo et je crois que j'ai la conférence complète sur la chaîne. Enfin, on verra bien. Je vous dis pas qui, faites des recherches, vous verrez bien. Et il se trouve que elle a dit, bah, il y a ma fille qui emménage avec son copain. Elle dit, est-ce que vous êtes d'accord avec... moi, je trouve qu'il n'est pas bien fait pour lui. Il fait, bon, ben, cherchez pas. Vous êtes cassé le bras, donc maintenant, elle va retarder son emménagement pour vous occuper de vous parce que vous êtes handicapé avec votre bras, comme ça, et elle a réagi d'emblée. Tu parlais de lumière, on a vu la lumière dans les yeux, hein. Elle a compris que dans l'inconscient, la vie a tout préparé pour qu'elle se pète le bras alors que c'était une chute justement parce qu'elle était en désaccord avec la mise en relation de sa fille avec ce fameux mec dont elle n'était pas d'accord parce qu'elle jugeait que ce n'était pas l'homme de sa vie, selon la mère, hein. Est-ce que tu es d'accord avec ça? La vie Oui, est aussi tout à fait. intelligente que ça? Mais parce que justement, c'est ce que tu viens de dire. Là, tu viens de démontrer brillamment le bénéfice secondaire de la maladie. Donc la personne se rend malade pour un autre bénéfice, c'est-à-dire pour retenir sa fille chez elle. Voilà, c'est extraordinaire. Si tu savais, par exemple, tu as remarqué qu'on est gosse des fois, qu'on a une interro, quelquefois on simule, on dit voilà, tu sais, je te dis, ah mon pauvre chéri, hein, et puis en plus on s'occupe de toi, tu as Qui ne l'a pas l'attention, fait? Qui ne l'a pas fait? il ne l'a pas fait. Mais on fait pareil. On fait pareil avec la vie. Mais là, par contre, on se met vraiment en état de maladie. Hein, Wow. oh, le coup de chéri, etc. Mais Donc, c'est c'est. dur ce que tu viens de dire. Ça veut dire que quelque part, dire à quelqu'un, mais vous êtes responsable de ce qui vous arrive, il va dire, bah, quel salaud celui-là, je viens pour faire soigner, il me tape dessus. C'est dur quand même. Oui, mais c'est pas culpabilisant parce que ben, on est fait comme ça. On est fait comme ça. Je te jure que la plupart des maladies sont des maladies que l'on accepte, tout au moins en tout cas, que l'on accepte de garder en soi. Alors, c'est pas mental, attention, c'est pas conscient. Hein, donc, faut arrêter de se culpabiliser consciemment parce que c'est des forces de l'inconscient qui sont là et qu'il faut justement qu'on apprenne à maîtriser. Et d'ailleurs, on peut se demander justement si la thérapie ne consisterait pas à soigner, à guérir cet inconscient qui prend des pathologies pour pouvoir résoudre une problématique. Donc, pour en revenir justement à cette histoire de ressenti, c'est ça, je reviens là-dessus. Si vous n'avez pas de ressenti, c'est impossible de prendre tous ces paramètres en ligne de compte. Parce que vous devriez être un psychanalyste hors pair, psychologue, un énergéticien, un gars qui connaît tous les plans, qui est capable de se balader. C'est mentalement impossible. C'est mentalement impossible. C'est pour ça que je reviens sur le fait d'être un vrai thérapeute. Ça demande déjà d'avoir un peu de ressenti, d'avoir un peu de médiumnité, d'avoir un peu de don dans les mains, de ressentir les choses avec les mains, mais aussi avec son chakra du cœur. Et c'est très important, parce que c'est ça la véritable thérapie. Vous verrez le jour un vrai thérapeute, à un moment donné, quand il se met à vraiment œuvrer avec son ressenti, eh ben, il a plus besoin de protocole. Alors les protocoles, si, il va s'en servir parce qu'il a appris des choses, etc. Mais ce sont des outils extérieurs. Mais ce sont pas des dogmes, des machins, des trucs à savoir par cœur. C'est juste des outils. Tiens, pour enlever ça, je vais me servir de ça. Mais l'important, c'est le ressenti. Et ça, tout le travail que doit faire un thérapeute, c'est un travail sur son ressenti. Le Son ressenti évite ressenti, de prendre des recettes, en fait, qui sont universelles et qui ne il fonctionnent faut pas. arrêter Voilà, d'écouter son mental, qui a toujours besoin justement de c'est vrai. recettes, de machins, de supports. Tu sais, en fait, quand je travaille en thérapie, et c'est ça qu'il faut accepter, c'est pas facile, c'est sans filet, sans parapluie. Tu vois, chaque personne est unique. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. Hein. Parce que tu crois, par exemple, même tu mets ton propre protocole en place, par exemple. Et puis après, ça devient un dogme. Donc tu te dis à chaque fois, j'applique mon machin, etc., etc. Mais si tu ressens pas, tu fais pas l'effort, le mental va se sécuriser avec ça.
Et ça marche pas parce que chaque personne est unique. Chaque personne est différente. Il faut même s'attendre des fois à changer complètement de protocole suivant telle ou telle autre personne. Rien n'est acquis. Et c'est là que tu commences à te mettre en contact avec la vie. Parce que c'est ça, le véritable thérapeute travaille avec la vie. C'est-à-dire cette onde vive qui est là, qui est dans l'univers tout entier, mais qui est aussi en chaque personne. Et le but est justement que cette onde vive, eh ben, tu la fasses briller, qui est en chacun de nous, et tu arrives à travailler de manière à ce que les conflits qui la bloquent, et c'est ça en fait, c'est ça une maladie, c'est quand tu empêches justement cette lumière de briller. Et tu l'empêches parce que ce traumatisme l'empêche, c'est un nœud, c'est une zone d'ombre, une tache, tu vois, dans la chose. Et là, ce qui est important, c'est seulement ton ressenti. Et faut vraiment qu'il soit nettoyé de pas mal de conflits, qui va te permettre d'aller là où il faut. C'est tout. Et le mental, eh bien, il va être frustré, c'est sûr. Et il faut accepter cette frustration du mental. Il faut faire le deuil du mental quand tu commences à travailler en thérapie. C'est vraiment important. Waouh, là c'est la première fois que j'entends ça, le deuil du mental. Alors ça c'est quelque chose. Donc le fait de couper la tête, faut pleurer presque là. Et ça c'est une phase normale de dire voilà j'ai toujours travaillé avec mon mental. C'est comme s'il te manquait quelque chose, mais il faut t'habituer à couper cette tête-là. Il Ah faut oui, c'est très vivre beau. autrement. Oui, 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 parce que Waouh. sinon tu vas être prisonnier de ton mental. Et le mental, tu sais, c'est quand même le résultat. Quand je parle du mental, je ne parle pas simplement de l'intellect, mais quand même si c'est le résultat de des illusions, de ce qu'on croit. Il veut tout mettre comme ça d'une manière figée. La problématique, c'est que le mental, il est bien pour réparer mécaniquement les choses, on est d'accord. Mais sur le plan énergétique, il n'y entend rien, mais il n'y connaît rien en fait. Donc, il va s'aider à travers des filets, des parapluies, à travers des grilles, à travers des systèmes, des méridiens, des trucs, des chakras, des trucs. Il va essayer de trouver des grilles pour pallier justement à cette méconnaissance. Parce que là, on travaille avec la vie, on ne travaille pas avec le mental. Tu vois ce que je veux dire? On ne travaille pas avec la mécanique, on travaille avec la vie. Et cette vie est une onde vive que le mental ignore complètement. Le mental, lui, il est lié à la lumière extérieure qui éclaire la surface des choses. Mais la lumière intérieure, lui, il n'y a pas accès. Et donc, tu es obligé de faire sacrifier le mental à un moment donné. Tu dois faire le deuil de la compréhension du mental. Et c'est comme ça que vont s'opérer des guérisons. Mais plusieurs paramètres sont très, très importants à développer. Je parle déjà de purifier son ressenti. Alors, son ressenti, ça commence déjà. Ben, si tu as un mental trop chargé avec des conneries, dans ta tête, et des croyances, et des dogmes, des machins, il va vraiment parasiter ce ressenti, il va tout faire pour. La deuxième chose qu'il va parasiter, c'est l'émotionnel. Si sur le plan émotionnel, tu es chargé de conflits, de rancœurs, de croyances, de peurs, hein, qu'est-ce qui va se passer? Imagine que tu travailles sur quelqu'un et tu tombes sur un conflit effrayant. Tu vas t'effrayer, comment tu vas pouvoir le soigner? Donc il faut vraiment travailler là-dessus, hein, être capable de rester centré. Hein, et ensuite, la troisième chose qui est hyper importante, et je crois que c'est la plus importante dans la thérapie, c'est la foi. Une foi inébranlable. Parce que le mental et des fois aussi les événements vont invalider ce que tu fais. Et pourtant, tu sais quelque part que c'est juste. Mais il va y avoir toutes les invalidations qui vont venir. La première chose qu'il faut savoir, c'est que chaque maladie étant vivante, elles ont un esprit. Et quand tu vas arriver pour soigner quelqu'un, ces maladies, ces conflits, vont tout faire pour se défendre. Donc elles vont tout faire pour te convaincre et elles vont passer par quoi? Par ton mental. Tu vois? Moi, il m'est arrivé des fois hein, de me dire c'est impossible, tu n'y arriveras pas, machin, etc. Mais c'est pas, ça venait pas de moi. Ça venait du conflit de la personne qui essayait de me convaincre qu'il fallait lui foutre la paix. Donc C'est fou. le fait qu'en alchimie, tu considères comme on considère en alchimie que tout est vivant, donc y compris la maladie, l'esprit de la maladie va combattre, va dire non attends, tu vas pas me boxer comme Ah oui, ça. un instinct de survie, c'est comme toute chose vivante, elles ont un instinct de survie. Waouh, d'accord. Oh, Donc oui oui, un donc instinct de survie. Il m'est arrivé des trucs incroyables, hein, des fois. Des fois, je ressens de la colère avec la personne. Mais alors, si tu paniques, tu cèdes, tu vois, tu vas te dire, oh là là, je suis en colère, il faut pas, c'est pas. Mais en fait, c'est la colère de l'autre que tu ressens. Et c'est ça qui est dingue. Et comment déjà, si t'es pas capable en toi-même de faire la part des choses entre ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas,
t'es cuit, hein, t'es pris dans le truc. Donc, il est important de faire un nettoyage profond en soi-même, au niveau de ses émotions, au niveau de ses choses, pour savoir là où on en est. Et là, il faut du temps, hein, parce que c'est sûr que c'est pas 2 fois 3 jours de formation qui vont t'aider à résoudre ce problème. La deuxième chose, alors on peut donner des parapluies en disant des incantations, en te liant à telle divinité, c'est bien, mais si c'est mental, ça marchera pas. Quand tu vas être pris, par exemple, la colère de la personne ou la frayeur de la personne, tu vas dire, oh là là, il faudrait peut-être que je me calme, je vais déclencher un truc. Et en fait, tu t'aperçois que c'est pas ta peur. C'est quelque chose que t'envoie la maladie. Quand tu vas, il m'est même arrivé, alors attention à ce que je dis, hein, ne pas interpréter n'importe comment. Il m'est arrivé des fois en travaillant sur des dames de ressentir d'un seul coup un désir. Et alors c'est là qu'il faut vraiment se centrer, hein. Il y a des thérapeutes qui se sont laissés avoir, hein, des magnétiseurs, hein. Il y a eu des procès, et à juste titre d'ailleurs, hein, qui sont laissés avoir par le désir. Mais ils sont fait avoir par quoi? Par le désir de la personne, ce qu'ils ressentent. Tu comprends? Donc si tu n'es pas bien centré sur ce centre qui est en toi, et pas en l'autre, hein. Donc quand tu ressens le désir, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu le laisses passer. Moi, j'ai des travaux de visualisation que je donne à mes élèves, hein, dans l'alchimie magique notamment. Je dis, apprenez à regarder et visualiser des nuages à l'horizon qui sont poussés par le vent. Et apprenez à regarder les images, mais sans les suivre du regard. Toi, tu passes le doigt devant, tu vois le doigt passer, tu ne le suis pas. Eh bien, tu dois faire pareil avec les images que tu as dans ton imagination, mais aussi avec les émotions que tu ressens ou les pensées, parce que ce ne sont pas les tiennes. Donc, tu laisses passer. Donc, le désir arrive, je ne m'affole pas, je reste centré. Ce n'est pas le mien. Moi, je suis un thérapeute, hein, je ne suis pas là pour m'éclater sexuellement ou autre. Donc, je reste centré et le désir passe. Et c'est là que je m'aperçois que ce n'est pas mon désir. Bah, Oui, parce que oui, tout tu le le monde est découvres, oui. Je comprend. comprends qu'il peut y avoir des dérives, hein. Ouais, forcément, oui. Mais les dérives, elles viennent de là, c'est que les gens ne maîtrisent pas leur ressenti. Parce que là, apprendre à maîtriser son ressenti, il n'y a pas beaucoup d'écoles, je vais te dire. Bah, On va te donner là, des grilles, des supports, des trucs, mais le ressenti, il faut apprendre à se situer et à rester centré. Tu as la position d'un thérapeute, tu restes thérapeute, donc tu es dans ton centre, tu as des énergies comme ça qui passent. Elles font que passer, c'est normal. C'est normal. Tu as oui, oui, devant oui, oui, toi bien sûr. tous les conflits qui vont passer et que tu dois guérir. Et puis un thérapeute, il ne guérit pas des gens bien portants. Donc c'est sûr que tu vas avoir des gens avec des conflits de toutes sortes qui vont se présenter à toi. C'est sûr que ce pas des entités merveilleuses et lumineuses, ce pas des petits poneys ni des licornes qui vont se présenter à toi. Tu vas avoir affaire à de la merde des fois, hein. Mais c'est normal, tu es là pour réparer. Tu es un médecin. Ouais, ça fait partie du jeu. Il faut accepter le fait en tant que thérapeute qu'il y ait ce genre de choses-là, voire être. Donc, il faut savoir. Alors, si j'entends bien, hein, il y a pour moi un triptyque. Il faut euh, avoir du ressenti, un minimum de ressenti, si Oh on oui. veut justement explorer les conflits de l'autre. Mais en même temps, il faut s'en méfier pour laisser traverser ce qui ne nous appartient pas, ce qui vit vraiment de l'autre. Là, c'est encore autre chose, hein, vraiment à séparer. Et troisièmement, je dirais que s'il te reste des miasmes, il faut derrière nettoyer entre chaque personne que tu reçois. Parce que si l'un te reste avec un truc qui t'accroche, tu parles d'entité, il peut y avoir la maladie en te disant, oh là là, toi tu m'as eu, mais attention, c'est à toi que je vais faire mal maintenant, et qui s'accroche tel un Ça singe, peut tu arriver, vois. hein, ça peut Ah, arriver. Ouais, ah, ouais, d'accord. ouais. Moi, au départ, j'avais des chocs en retour terribles des fois, hein. Notamment quand le pire, c'est quand tu as des personnes qui viennent et dont leur maladie, alors maladie au sens large, hein. Ça peut être une maladie situationnelle, dans sa vie, rien de réussi, il a que des merdes qui lui arrivent, des problèmes de relation, de couple, des problèmes ou des maladies physiques. Et tu vois que l'origine, elle, cette fois, elle est occulte. C'est-à-dire qu'il y a eu, quelqu'un les a plombés, quoi, hein. C'est-à-dire on leur a fait de la magie noire. Alors là, le choc en retour est très fort parce que ce sont des attaques au niveau de la magie noire avec des entités très ténébreuses qui, elles, sont extrêmement agressives. Donc, quand quelqu'un intervient pour libérer leur proie, c'est leur proie, tu comprends, elles vont pas se laisser faire et elles vont t'attaquer, hein. Voilà. Et du coup, tu peux avoir des chocs en retour. Là, ce qui est vraiment important, c'est vraiment important. Moi, ce que je fais, hein, j'ai un petit hôtel et je consacre toujours mes soins à chaque personne. Je fais une petite prière de consécration, j'allume une bougie, j'ai mon hôtel. Alors, vous pouvez faire appel à des saints qui ont existé, ou des grands guérisseurs, ou à des entités célestes, des archanges, des anges, des divinités, puissantes, hein, généralement. Et tu consacres le soin. Ça, c'est pour ta protection extérieure.
Voilà. Ensuite, quand tu y es, il faut jamais, jamais oublier que tu travailles avec la lumière de la personne. Parce que sinon, tu vas t'épuiser. Tu comprends? Tu vas t'épuiser si tu vas amener ton propre magnétisme pour soulager la personne, tu vas te vider. Donc, moi, c'est pas ce que je fais. Moi, je reste centré, je reste moi, Pascal Boucher, dans mon cœur, mon vrai cœur, pas dans ma tête, dans mon mental, ce qui n'est pas moi, ça c'est l'illusion de ce que je crois être moi, dans mon vrai moi, mon esprit central qui est au cœur de mon cœur, et au centre. Et c'est lui qui va me guider, et c'est lui qui va m'aider à libérer cette lumière. Voilà. Alors, c'est pas qu'il faut se méfier, parce que tu vois là, déjà, c'est un réflexe du mental. Le mental, il est parano de se méfier de tout. C'est que justement, tu es capable de te centrer et de rester centré et de ne pas confondre ce qui appartient à l'autre à ce qui t'appartient à toi. Et là, la foi est importante parce que tu dois avoir une foi inébranlable, non seulement en ton centre, à cet esprit central qui est dans ton cœur, mais en plus, tu dois avoir la foi en la lumière qui est dans la personne que tu vas soigner, parce que c'est elle que tu vas éveiller. C'est la lumière, le Verbe qui s'est fait chair, selon saint Jean. C'est donc la lumière du monde qui est en face de toi que tu vas soigner. Parce que n'oublions pas que chaque personne qui est incarnée est l'incarnation de la lumière du monde. Et ça, il faut avoir une foi inébranlable là-dessus. Et c'est là-dessus que tu vas éveiller cette lumière. Et là, si tu renforces ta foi en cette lumière de la personne qui est en face de toi, c'est comme si le Christ était en face de toi. Mais il s'ignore, tu vois, il est enveloppé de ténèbres, il ne sait pas. Et donc, il faut avoir une foi inébranlable en cela. Et après, moi, à un certain moment, quand je sens cette lumière briller un peu, tu vois, qui commence à être là, je l'écoute et c'est elle qui me guide, qui me dit comment opérer. Finalement, c'est la personne elle-même qui me dit où je dois aller. Et je travaille au ressenti, je fais, non, pas pour moi, mais pour toi, en ta gloire et en ton nom, à cette lumière du monde qui est chez cette personne, qui se manifeste chez cette personne, la partie divine de cette personne. Et c'est elle qui va me guider. Et elle, t'inquiète pas, elle saura où te faire aller, etc. Et tu ne te prendras pas des saloperies en retour. Parce que tu comprends, tu ne te confonds pas toi et l'autre. Et puis tu fais tu fais appel à cette personne, à cette partie guérisseuse de la personne. Donc c'est elle qui va finalement affronter l'esprit des maladies. Au départ, c'est un peu toi, tu vas l'aider à s'éveiller, mais dès que elle commence à s'éveiller, tu vas l'amplifier, tu vas la renforcer avec ta foi, et en travaillant, en enlevant les ombres, c'est elle que tu vas éveiller, et c'est elle qui va chasser les ténèbres, parce que la lumière chasse les ténèbres. Et cette vitalité qui est en chacun de nous, c'est l'âme divine qui est là, elle a la puissance de chasser les ténèbres. Et donc, c'est elle qui va chasser les ténèbres. Et donc, c'est à elle que vont avoir à faire l'esprit des maladies. Ah Tu oui, comprends? d'accord. Là, on comprend mieux. En tout cas, Pascal, merci pour tous ces éclairages. On pourrait continuer longtemps hein, de cette manière-là parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je vous invite pour la médecine universelle eh bien, à vous connecter sur alchimie.net, qui est le site internet de Pascal Boucher, sur lequel vous pouvez prendre aussi des consultations, hein, parce que on parle de médecine alchimique, médecine universelle, qui permet justement, en complément, on l'a dit, hein, il ne faut pas laisser la médecine conventionnelle du tout. Un bon thérapeute ne vous dira jamais de laisser tomber, bien au contraire, mais d'être en complémentarité justement et d'aider. Et à chaque fois, comme tu l'as dit en tout début, comme tu l'as précisé en début de cette interview, eh bien à chaque fois, normalement, des bons thérapeutes vont laisser tout ce qui peut aider à améliorer. Eh bien, à ajouter hein, quelque part, bah voilà, s'il y a un traitement oral, s'il y a un traitement au niveau de l'invisible, il faut le faire aussi. Tout est bon du moment que c'est pour le bénéfice et le bien de la personne. Mais je retiens aussi, j'ai appris beaucoup de choses grâce à toi ce matin, c'est que l'âme, elle aussi, faut la convaincre. Donc ça, c'est assez nouveau. Et puis que la maladie elle-même a son esprit et peut justement résister pour dire, moi, je suis bien, je suis comme dans un sofa, je suis peinard, j'ai pas envie que tu me déloges de là. Hein, ça, c'est Oui, un mais peu. carrément. Ah oui, oui. Carrément, hein. Et je maintiens quand même en conclusion que ce travail ne se fait pas que pendant les soins. Vous devez apprendre à écouter votre ressenti, même en dehors, parce que c'est dans votre vie, après, vous allez voir, si vous écoutez toujours votre mental, avec tous les doutes qui sont là, vous verrez combien de fois ça vous est arrivé dans la vie, que des fois vous ressentez un truc qu'il ne faut pas faire, et votre mental vous dit, si, vas-y, mais c'est logique. Même, je vais te dire, hein, je prends une voiture, moi ça m'arrive tellement de fois, je vais aller à telle direction, et d'un seul coup, je ressens, on me dit, va à droite. Mais c'est ridicule, le chemin il est là, n'importe quoi, le mental, et tu vas tout droit, et boum, il y a des travaux, il y a des bouchons, et tu te dis mince, tu vois, j'ai pas écouté.
Et donc, il faut apprendre à écouter son ressenti. Et ça demande une certaine foi. C'est ça que je parle de la foi. La foi a cette petite voix qui chuchote au niveau du cœur, là, qui est là, et qui te dit, voilà, là, il faut faire ceci ou fais pas cela. Pour le mental, ça peut être complètement ridicule. Parce que le mental, il voit pas. Il voit pas dans le monde invisible. Oui, Il voit pas. il va pas au-delà des apparences, ouais, je vois ça, ouais, c'est vrai. Et sans ce ressenti, si tu développes pas cette foi, etc., il faut évidemment un autre travail à côté, c'est de travailler sur ses propres conflits. Parce qu'un Oui, conflit donne une résonance avec le conflit de la personne que tu vas oui, soigner. Tu oui. vois, si tu as une faille, tu risques en effet d'être atteint en choc en retour. Donc il Il faut faut, travailler sur ses propres il faut déjà conflits. être propre soi-même avant de nettoyer l'autre, quoi, quelque chose. Ah, voilà, Ouais. alors je ne demande pas d'être pur comme un cristal, parce Oui, que là, non, mais c'est c'est l'autre piège du mental qui te dit t'es pas digne, t'es pas encore parfaitement en bonne santé, tu peux pas soigner les autres si t'es pas parfaitement en bonne santé tous les jours, etc. Donc ça, non. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à enlever tous les parasites qui justement empêchent ton ressenti de fonctionner. Voilà, c'est ça le problème. Et donc tous les conflits qui en empêchent. Je te dis, des peurs, des craintes, des projections, une volonté, il faut absolument que je réussisse, que je réussisse. Non, il faut même accepter le fait de ne pas pouvoir réussir. C'est très Ah oui, difficile pas et de faire réussir dans tous les domaines auxquels on s'est fixé, oui. L'évolution, faut quelquefois confiance. la laisser. Oui, parce que quelque part, un échec peut être aussi l'intelligence de la vie. On parlait de l'exemple du bras cassé pour cette dame qui ne voulait pas laisser partir sa fille parce qu'elle avait décidé que c'était pas l'homme, qu'elle avait le bon partenaire qu'elle avait choisi. De la même manière, s'il y a un échec, c'est que la vie te dit non mais tu n'es pas fait pour ça. Toi, c'est ce que tu veux faire, mais en réalité, ta mission, c'est autre chose. Tu excelleras Ben, peut-être dans d'autres l'âme domaines. de la personne a besoin de vivre cette maladie jusqu'au bout. C'est très bizarre. Profondément, l'âme a peut-être besoin de vivre cette maladie jusqu'au bout. C'est comme ça. Bah, ça fait Ça, partie des épreuves qui nous font grandir. Hmm. c'est le libre arbitre, si tu veux, et c'est très délicat de respecter le libre arbitre. C'est pour ça que moi je travaille beaucoup à essayer d'éveiller cette lumière et que cette lumière me guide. Et si des fois elle me dit non, ça on ne résout pas, j'accepte. Tu vois, je ne vais pas me battre coûte que coûte pour réussir ce que veut la personne. Une autre chose à retenir quand même qui est importante, je donne souvent cette image. Imagine quelqu'un quand elle a eu son traumatisme initial qui a déclenché un conflit, qui ensuite est devenu une maladie. Ce traumatisme, c'est un peu comme quelqu'un qui va faire la guerre et qui se prend une balle dans le corps. Bon, cette balle, on ne peut pas lui enlever parce que, je sais pas, la chirurgie actuelle n'est pas capable de lui enlever. Et il va garder cette balle dans son corps pendant de nombreuses années. Bon, ça ne touche pas à sa vie, mais par contre, quand il pleut, il a des douleurs, il a des machins, c'est pénible. Et puis un jour, la médecine peut lui enlever. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui enlever la balle. Or, alors je sais maintenant qu'il y a des anesthésies, mais imagine qu'il n'y ait pas d'anesthésie. La douleur de la balle qu'on va sortir est la même que celle quand la balle est rentrée. Donc la personne inconsciemment, quand tu vas retirer le fait d'enlever un conflit, pour elle, elle va le vivre comme si c'était le conflit. C'est-à-dire, la balle qu'on va retirer, ça va être la même douleur que celle quand elle est rentrée. Et donc la peur de la douleur, de la balle qui sort, est la même que la peur de recevoir la balle. Il y a une confusion des fois pour la Ah, personne, d'où cette protection aussi, d'où cette quelquefois. protection et cette Hmm. défense, tu vois, qui fait non, non, Ouais, j'ai je enterré, comprends mieux. surtout ne sais pas, parce que la peur de cette douleur d'évacuer ce conflit, hein, eh bien, et pour elle, pour le mental aussi traumatisante. Et il faut comprendre, il faut faire comprendre à l'âme que derrière cette douleur de la balle qui sort, il y a le soulagement, il y a la médecine. Hein. Et c'est pourquoi, par exemple, chez Fulcanelli, il nous parle d'un caisson de Dampierre où on représente une spatule et une épée qui sont en croix comme ça, croisées, avec écrit je blesserai et je guérirai. Et Fulcanelli nous fait le rapport avec une des phrases que Jésus avait dit je blesserai et avec l'instrument avec lequel je tuerai et avec l'instrument avec lequel je t'ai tué, je te ressusciterai. C'est la médecine universelle, nous dit-il. Et en effet, la médecine universelle opère ainsi. Au départ, il y a la douleur de l'opération. Donc c'est l'épée qui va te transpercer. Ah, voilà ça. Et ensuite arrive la cuillère avec le baume qui va appliquer le baume guérisseur. Tu vois, le baume guérisseur. Et donc, on doit passer par l'épée. Et c'est ça qui fait peur à notre ego,
à notre âme, qui est, se dit, mon Dieu, je ne veux pas recevoir le coup d'épée. Mais il faut bien le bistouri du chirurgien. Donc il y a toujours un truc un peu désagréable quand on évacue quelque chose. Et ça, c'est là qu'il faut arriver à convaincre l'âme. Oui, bah, alors moi, des fois, quelquefois, si le médecin me dit là, il faut des antibiotiques, mais directement par intraveineuse, j'ai plus peur de la piqûre que ce qui va m'injecter. C'est marrant. Donc là, c'est pareil. On est dans l'épée qui va me planter pour me mettre Et quelque oui, chose, le baume. Et la peur de la piqûre, on ne regarde pas, on serre, on met le garrot. Enfin, voilà, à la limite, on comprend que dans les la films, seule pourquoi on met. chose, ah ouais, la seule chose qui peut apaiser l'âme, c'est vraiment d'agir avec vraiment beaucoup d'amour. Et l'amour arrive, du coup, l'âme accepte, parce qu'elle sent que c'est pas un viol ou quelque chose, on va vous faire Oui, du pas mal. Parce qu'elle d'agression, ouais. vit comme ça, toi, inconsciemment, hein, toujours. Elle le vit comme ça, comme une agression, toi, et donc lui faire comprendre que c'est un acte d'amour. Et donc là, à partir du moment-là, elle accepte l'opération, et à partir de là vient le baume guérisseur. Et là, après d'ailleurs, la personne passe un moment difficile, et après, elle se sent soulagée, se sent mieux. Voilà, vraiment, là vient le baume. Et c'est toujours ça. La dissolution en alchimie, tu vois. Regarde, dissolution et ensuite coagulation. C'est-à-dire dissolution de la maladie, coagulation de la santé. Tu vois. Et ça, on doit toujours passer par cette phase en alchimie. Dissolution d'abord et ensuite la lumière qui brille et qui va réparer. Voilà. Et ça, c'est difficile à faire comprendre à l'ego et à l'inconscient, parce que lui, il est comme un chien qui est là, qui est terrorisé par une intervention. Tu vois, quand je voyais, moi, les chiens qui venaient chez mon père, qui étaient vétos, quand j'étais gamin, euh, avant d'être dans la médecine énergétique, il était vétérinaire, et les chiens, ils sont terrorisés dès la salle d'attente. Tu vois, ils savent qu'il va se passer quelque chose, ils ont peur. Hein. Et ben, c'est pareil avec nous, hein, on est fait pareil, hein, tu sais, fondamentalement. Hein. Oui, puis On je a pense que d'ailleurs les chiens qu'on considère plus bêtes que nous sont certainement plus intelligents parce qu'ils ont un ressenti que nous avons peut-être Ah oui, perdu. oui, oui. Voilà, Les donc ils sentent. chiens, les Voilà. chats, c'est extraordinaire, hein. Ils ont un C'est ça qui est ressenti, fabuleux. ils n'ont pas le filtre et la censure du mental, tu vois, ou le C'est pas la déni même du mental. chose, ouais. C'est clair. Hein. Là, Voilà, merci Pascal. Voici le site alchimie.net que je vous rappelle si vous voulez une consultation et puis aussi voir si vous voulez eh bien rencontrer, aller à la rencontre de Pascal Boucher, de ses livres, de ses œuvres, de ce qu'il écrit, des séminaires, des formations qu'il fait en présentiel et aussi en ligne. Et je vous signale que sur des studios, à partir de janvier, fin février 2023, eh ben, il y aura une autre session de l'alchimie dans tous ses états en 20 niveaux. On le voit ici pour le moment et vous allez pouvoir apprendre en tout cas l'alchimie dans tous ces états, ça s'appelle pas comme ça pour rien. Si ce bouillon de culture alchimique vous a plu, eh bien sachez que ça vous est accessible, il n'y a pas de prérequis à part d'être passionné à découvrir l'alchimie. Il n'y a pas de prérequis, ça part de zéro. 20 sessions, 20 soirées qui sont l'équivalent de dizaines, voire de centaines d'heures parce que c'est très très dense en termes d'enseignement. Il y a cette médecine universelle, cette philosophie, mais plein d'autres choses aussi que vous allez découvrir. La magie des mots, le langage des oiseaux et un tas de choses que l'on va voir aussi. Merci à toi Pascal en tout cas pour tout ça et je vous donne rendez-vous pour, si vous voulez en savoir encore une fois, contacter directement Pascal Boucher qui sera un plaisir parce que tous les emails sont lus et répondus, sachez-le, c'est important, c'est un gros travail. Alchimie.net dès à présent. Merci à toi, merci à vous et on vous souhaite une excellente. au revoir. Au revoir.